Office du dimanche en ligne. Merci beaucoup d'être là. Allez-vous bien? Je l'espère vraiment. La semaine passée, j'ai mentionné l'environnement dangereux ou qui peut sembler parfois menaçant. Vous trouverez en scientologie des outils pour y remédier. Vous pouvez y accéder en ligne ou dans l'une de nos nombreuses églises dès que nous réouvrirons nos portes au grand public. Que ce soit Paris, Bruxelles, Lausanne, Genève, Lyon, Clermont-Ferrand, Angers ou encore Nice et Bordeaux, dans chacune de ces villes, vous trouverez des membres permanents dévoués pour vous soutenir en temps difficile comme agréable au moyen des outils et de la thérapie de dianétique et de scientologie. Ne vous en privez pas. Commençons maintenant. Comme à notre habitude, je vais commencer par vous lire le credo de l'Église de Scientologie. Je vous invite à m'accompagner si vous en avez un exemplaire. Et pour ceux qui n'en ont pas, je le ferai pour vous. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant au texte « L'intégrité personnelle » par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous en arrivons maintenant au sermon de cet office. Il est sur le thème du mariage. Que vous soyez en couple ou non, que vous soyez marié depuis 2 mois ou 45 ans,
Que vous soyez à la recherche d'un partenaire ou alors qu'une relation vienne de prendre fin, vous trouverez quelque utilité à ce texte. Il s'intitule « Qu'est-ce que le mariage ?» Celui qui entreprend de se marier s'embarque dans une aventure pour le moins risquée. Le couple qui se marie s'engage dans une voie dont il ignore tout. Et tout semble indiquer que les gens qui ont essayé le mariage à plusieurs reprises n'en savent pas plus la deuxième fois que la première. Le mariage est le fondement de l'unité familiale. Dans la société actuelle, la famille est l'entité la plus soudée capable de s'auto-perpétuer et de s'auto-protéger. La société, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, a besoin de la famille, pour des raisons économiques et autres. Une culture qui abolirait son fondement le plus élémentaire, ce sur quoi elle est bâtie, se condamnerait à une fin certaine. On peut donc raisonnablement conclure que la destruction du mariage signifierait la destruction de la civilisation. La relation du mariage est fondamentalement une relation postulée. Postuler signifie conclure, décider ou résoudre quelque chose. Et un postulat est une pensée autodéterminée qui commence, arrête ou change les efforts passés, présents ou futurs. Quand les conjoints cessent de postuler leur mariage, celui-ci cesse d'exister. C'est ce qui arrive à la plupart des couples mariés. Ce n'est pas l'inverse qui se produit. Ce n'est pas que tous les hommes soient mauvais et que par conséquent, les liens comme ceux du mariage sont voués à dégénérer dans l'infidélité et à finir par se désintégrer. Ce n'est pas vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Toute relation purement postulée doit être continuellement créée. Et la famille qui ne se crée pas d'elle-même, continuellement, en tant que famille, cessera d'exister comme telle. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet. Quand les gens commencent à avoir des problèmes de couple, c'est parce qu'ils s'attendent à ce que leur couple fonctionne en pilotage automatique. Ils pensent qu'il tiendra tout seul, par la force des choses. Malheureusement, ça ne marche pas. Une relation de couple est une chose qu'il faut créer. Celui dont les parents ne s'entendaient pas trop bien a pu observer leur situation et décider quelque chose comme ceci. Regardez-moi ça. Cette institution fondamentalement naturelle et immuable ne se perpétue pas d'elle-même? Tout cela laisse vraiment à désirer parce que ça ne tient pas la route. Il ressent un échec. Il avait sans doute essayé de postuler l'unité familiale quand il était petit. Il y avait travaillé en essayant de faire tenir debout, comme il pouvait, une sorte de chose du genre « papa aime maman », en essayant de leur montrer qu'ils avaient là une raison de vivre, etc. D'ailleurs, il arrive souvent qu'un enfant se blesse pour faire réaliser à ses parents qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de leur famille. Les maladies infantiles surviennent directement après des bouleversements familiaux. Quoi qu'il en soit, que ses parents lui avaient donné ou non l'exemple d'un mariage stable n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'il soit capable ou non de réussir le sien. Si vous croyez que tout porte à ce qu'un mariage se perpétue par la force des choses, sans que vous n'ayez rien à y faire vous-même pour le conserver, vous aboutirez bien sûr à son anéantissement. Mais si vous abordez le sujet en comprenant qu'un mariage est quelque chose dont vous devez postuler et maintenir l'existence, et qui cessera d'exister si vous cessez d'y travailler, et si vous connaissez les effets des accords rompus, vous pourrez faire durer un mariage. Rétablir n'importe quel aspect d'une relation conjugale ou recoller les morceaux d'un mariage mal en point, comme vous l'entendez. Mais cela demande du travail et une certaine dose de courage, c'est le moins qu'on puisse dire. Dès lors que les gens se rassemblent et commencent à travailler en groupe, ils passent des accords, expressément ou implicitement, concernant ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est moral et ce qui est immoral. En d'autres termes, ce qui contribue à la survie du groupe et ce qui est nuisible à sa survie.
C'est ce qu'on appelle un code moral, un ensemble d'accords auxquels une personne a souscrit pour garantir la survie du groupe. La taille du groupe importe peu, qu'il s'agisse d'un groupe de 2 personnes mariées ou d'une nation entière en train de se développer, il passe certains accords. Quand un des partenaires d'un couple, marié ou non, transgresse le code moral auquel il a souscrit, il estime souvent qu'il ne peut pas en parler à l'autre. Or, ces transgressions, qui même non révélées n'en demeurent pas moins des transgressions, peuvent s'accumuler petit à petit et causer la désintégration du couple. En scientologie, les actes nuisibles ou les transgressions des mœurs du groupe sont appelés des overts. Quand une personne fait quelque chose qui va à l'encontre du code moral auquel elle a souscrit, ou quand elle omet de faire quelque chose qu'elle aurait dû faire d'après ce code moral, elle commet un overt. Un overt est un acte qui viole un accord auquel on a souscrit. Toute transgression non révélée, non signalée d'un code moral par lequel la personne est liée est appelée une retenue. Une retenue est donc un overt que la personne a commis et dont elle ne parle pas. Toute retenue vient après un overt. Ces transgressions déterminent dans quelle mesure une personne se coupe d'une libre communication avec le reste du groupe. Par exemple, l'homme qui dépense au jeu l'argent du ménage commet un overt. S'il dissimule ensuite la chose et ne la mentionne jamais à sa femme ou à sa famille, alors il prétend continuer à faire partie du groupe, alors qu'en réalité, il n'en fait déjà plus partie parce qu'il a lui-même rompu les accords sur lesquels le groupe est fondé. C'est là le facteur qui provoque la désintégration d'un groupe, d'une famille ou d'un couple. Un couple déjà hyper séparé, à cause d'un tas d'overts et de retenues, est devenu presque impossible à réparer simplement en postulant la réalité de son existence. Les personnes qui se sont ainsi séparées l'une de l'autre doivent d'abord se déséparer. Celui qui se marie peut penser que les choses sont censées se passer de la manière suivante. Par un beau jour de juin, ce beau jeune homme bien bâti, ou peut-être pas si beau que cela, et cette jolie fille, ou peut-être pas si jolie que cela, se sont assemblés et ont dit « oui » jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ils pensent qu'ils ont maintenant bâti un couple par le mariage. Ils n'ont même pas encore commencé. Ils n'ont pas encore découvert la tête de l'autre avant l'heure du petit déjeuner. Cet arrangement a plus à voir avec les cosmétiques et les lames de rasoir qu'autre chose. Ils vont devoir apprendre à vivre avec l'autre, s'ils le peuvent. Et en se mariant, ils ont dans une certaine mesure plus ou moins tiré un trait sur ce qu'ils faisaient auparavant. Ils prennent un nouveau départ. Ce qui compte, c'est ce qui se produit à partir de ce moment-là. Mais quelquefois, ils ont de violentes retenues à cause de ce qu'ils ont fait auparavant. Leur couple ne démarrera jamais. Et 48 heures plus tard, leur mariage sera en train de craquer, avant même qu'ils n'aient eu le temps de se connaître, à cause d'un trop gros nombre d'overts et de retenues. Mais même un mariage tel que celui-là peut être sauvé. Dans les mariages qui tournent en rond et ne mènent nulle part depuis de nombreuses années, les overts et les retenues peuvent s'accumuler jusqu'à ce que les conjoints finissent peu à peu par s'éloigner. Il est considéré comme classique qu'après 3 ans de vie de couple, mari et femme ne ressentent plus grand-chose de très fort l'un pour l'autre. C'est écrit dans les livres et tous les psychologues le savent. Mais ils ne savent pas pourquoi. Eh bien, ce sont les overts et les retenues. Si cela se produit déjà au bout de 3 ans, alors qu'en est-il au bout de 10 ? Eh bien, de nombreux couples ont alors appris à endurer. Les conjoints sont tous deux dans un état de propitiation, un état dans lequel chacun tente d'apaiser l'autre ou de calmer sa colère. Ils s'entendent d'une certaine façon et préfèrent que les choses se passent ainsi plutôt que différemment. Ils préfèrent être mariés que de ne pas l'être.
et ils pensent qu'ils ne s'en tirent pas trop mal. Ils ne pensent plus trop à la fille ou au garçon qu'ils auraient mieux fait d'épouser à la place de leur conjoint. Ça marche tant bien que mal. Eh bien, dans un couple comme celui-ci, nous pouvons intervenir d'une façon tout à fait surprenante. Nous pouvons mettre au clair la relation de couple. Les divorces, les tendances à se retirer ou les actions qui consistent à se retirer proviennent simplement d'un trop gros nombre d'overts et de retenues envers le conjoint. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Quand l'un des conjoints n'en peut plus, veut partir et commence à dire « il vaut mieux que je m'en aille » ou « il est préférable que je ne reste pas » ou « je ferais mieux de faire autre chose » ou « nous devrions nous séparer » ou « j'aurais beaucoup moins de problèmes si nous nous étions jamais mariés ». Tous ces raisonnements proviennent directement des overts et des retenues du conjoint qui tient ses propos à l'autre. En réalité, la raison fondamentale pour laquelle une personne agit comme cela est qu'elle tente de protéger son conjoint de sa propre malveillance. Alors elle dit « Tu sais, il vaudrait mieux que je m'en aille. Il vaudrait mieux nous arrêter là, ou on a besoin de prendre un peu de recul. » Et cela représente généralement le premier pas vers la rupture du mariage, prendre du recul. Il vaudrait mieux que je m'en aille, on ferait mieux de se séparer. Mais nous pouvons désormais prendre soin de ces choses et faire en sorte que les conjoints aillent de l'avant au lieu de prendre du recul. Il y a de nombreuses façons de soulager cette condition. L'une des façons de rétablir un niveau de communication élevé entre les partenaires conjugaux est le Conseil conjugal de scientologie. C'est un ministre de scientologie qui le prodigue. En communiquant correctement et avec honnêteté, un mari et une femme pourront créer et conserver un mariage heureux dans lequel ils pourront s'épanouir. Si les conjoints s'efforcent tous deux de tenir parole et de respecter les codes moraux auxquels ils ont souscrit, et s'ils maintiennent entre eux une communication ouverte et libre, leur couple se renforcera. Ron Hubbard a dit « Celui qui détruit le mariage détruit la civilisation ». Inversement, qu'en est-il de celui qui sauve le mariage? Lisez le livret « Le mariage » ou le très complet manuel de scientologie et vous aurez les outils pour réparer n'importe quel mariage. Profitez de cette technologie et apprenez comment sauver un mariage. Nous en arrivons maintenant au dernier point de cet office. Je vais vous lire la prière de scientologie pour la liberté totale. Je vous invite à m'accompagner pour ceux qui ont un exemplaire avec eux. Pour ceux qui n'en ont pas, je vais la lire pour vous. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons maintenant à la fin de cet office. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Les organisateurs de cet office sont à votre entière disposition pour vous orienter vers l'outil de scientologie dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas à les contacter, ils n'attendent que ça. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 31 mai à 11 h.
Je vous envoie toute mon affection. Très bon dimanche à vous. Merci. The future ahead, spreading smiles from miles, a new kind of trend. Want a new style? How about this? Let's talk about something that's courageous. How about this? Let's talk about something that's outrageous. Put this at the top of your list. Yeah, we can start a new direction, affecting the future ahead. Spreading smiles for miles, a new kind of trend. Want a new style? Hey, how about this? Come on, hit me up with the pick up, y'all. If you're stuck and gonna sit at home, live it up, live it up, live it up for me. You're not alone. We can live this world for quarantine. Pick it up, just pick it up, take this shot with me. Spread a smile, not something else, 'cause this world is really needing your help. Spread a smile and nothing more, and we'll show this world it can be restored. You wanna smile? Ooh, how about this? If you're stuck and gonna sit at home, live it up, live it up, live it up with me. You're not alone. We can live this world while quarantined. Pick it up, just pick it up, take this shot with me. Yeah.